C'est une tâche assez difficile qu'on m'a demandé. Je suis clairement un intello et je dois préciser un certain nombre des termes qui sont ici au-dessus de nous. Et je voudrais partir d'un événement qui s'est passé hier, qui est le vote par le Sénat américain d'un budget que tous les analystes considèrent comme une espèce de kidnapping d'une extraordinaire violence et complètement originale dans l'histoire américaine par le 1% et pour le 1%, inversant ainsi le célèbre slogan du gouvernement américain « par le peuple, pour le peuple » en « par le 1%, pour le 1%. Et ce budget signale, ce qui va être le point de mon argument, c'est qu'il y a des gens qui prennent beaucoup plus au sérieux la question écologique que les écologistes et leurs amis. Ceux qui prennent très au sérieux la question écologique, c'est ceux qui se sont aperçus qu'au fond, si on s'assure des travaux des scientifiques sur la question de la mutation écologique, il n'y a pas finalement de monde pour tout le monde. On connaît depuis toujours, en quelque sorte, les capacités, la rapacité d'un certain type d'élite pour saisir les biens des autres, mais jusqu'ici quand même, cette rapacité était obligée de se couler dans une idée d'un monde commun, d'un horizon qui était le même, celui, disons, de la modernisation et du progrès que l'on imaginait par une espèce d'écoulement successif, s'étendre à tout le monde. Et ce qui est tout à fait original et ce qui est très désorientant pour ceux qu'on appelle les progressistes, c'est que brusquement, une partie des élites, une partie en tout cas, clairement dans le cas américain, du gouvernement et même de leurs députés, décident au fond que les tâches de solidarité ne s'appliquent plus à eux. Et que donc, il ne faut même pas faire semblant, c'est même pas la peine de faire semblant, de partager ou de faire semblant d'un monde commun. Il s'agit de se protéger au maximum et le plus rapidement possible, comme le disait M. Blenel, offshore, c'est-à-dire en créant en quelque sorte un isolat qui n'a plus finalement d'accroche avec non seulement les traditions dites progressives, mais pas non plus avec la tradition libérale la plus classique. C'est une forme tout à fait étonnante d'abandon même de la tradition libérale par un certain nombre d'élites américaines ou européennes. Ça, c'est le premier problème, c'est-à-dire que nous n'avons plus en face de nous des ennemis classiques, en quelque sorte, qu'on pourrait considérer comme l'ennemi capitaliste usuel. On a un ennemi offshore et qui considère que offshore, hors sol, c'est en fait la seule solution pour fuir le poids, la vérité, la puissance de la mutation écologique dans laquelle le reste des pays vont se trouver. Et la marque de cette transformation très profonde, en dehors du vote hier du budget américain, c'est le rejet, le 1er juin 2017, par Donald Trump, de l'accord sur Paris. C'est la première fois que sur une question écologique aussi fondamentale, un pays, le plus important, celui qui a les moyens, en quelque sorte, de résoudre la crise, qui est certainement la plus équipée pour la résoudre, décide de ce qui vous arrive à vous, le reste du monde, la mutation écologique, ne nous concerne pas. Nous sommes dans un autre monde, dans un monde qui n'a pas de transformation écologique. Et comme vous le savez probablement, la plupart des gens qui ont été nommés par le gouvernement Trump sont ce qu'on appelle des climato-sceptiques, c'est-à-dire des gens qui considèrent et qui organisent le déni de la situation climatique en disant ce problème ne se pose pas pour nous. Donc, les progressistes se trouvent en face d'un ennemi de genre nouveau. Le problème, c'est qu'ils se trouvent aussi devant
une réaction à cette situation de gens qui ne prennent pas forcément au sérieux les données scientifiques de la mutation climatique, mais qui prennent au sérieux l'abandon, la trahison par les élites dont je viens de parler de l'idéal commun, disons, de la globalisation, pour définir le premier terme. Globalisation voulait dire jusqu'ici que la planète partageait l'horizon commun de détachement. Chose amusante, d'ailleurs, la citation qui vient d'être faite de Fanon décrit assez clairement cet idéal commun partagé. On associait globalisation et émancipation par opposition au retrait ou à l'identité ou au passé et aux étroites appartenances qui précédaient la modernité. Et donc on avait, jusque dans les années 80 du siècle précédent, un horizon de modernisation qui était en gros partagé. On sait bien qu'il était inégal. Naturellement, il était inégal. Mais personne n'osait dire « cette question ne nous concerne plus ». Brusquement, et nous le voyons dans les 15 dernières années, dans tous les pays, en commençant de façon bien intéressante par le pays qui avait inventé la globalisation, c'est-à-dire l'Angleterre, nous constatons un retrait, un recul, un mouvement, un déplacement tout à fait imprévisible jusque dans les années 2000, quand on considérait cet horizon commun partagé, en gros, disons, ce qu'on pouvait dire dans les couloirs de l'ONU, cette espèce de langue commune qui disait oui, oui, notre but, c'est bien de moderniser la planète et de la moderniser ensemble. Brusquement, en commençant par l'Angleterre, puis par l'Amérique de Trump, mais aussi maintenant en Pologne, en Hongrie, en Italie, dans les Pays-Bas, en France évidemment aussi, brusquement, on s'aperçoit que revient en pleine force une question que l'on croyait disparue, qui est la question du retour, avec une violence évidemment étonnante, de l'appartenance nationale, dans le meilleur des cas, ou ethnique dans l'autre. Au nom, et c'est là où il y a une difficulté pour les progressistes, au nom d'une exigence qui, elle, est parfaitement compréhensible, de protection. Protection que l'on aurait eu tendance autrefois à considérer comme régressive, réactionnaire et même réac, mais qui se comprend si ces nations, ces peuples s'aperçoivent qu'ils ont été trahis finalement. C'est-à-dire que l'horizon de la mondialisation a été abandonné par ceux-là même qui étaient supposés montrer la voie, ceux que l'on associait avec l'idéal d'universalité. Et donc, le mot mondialisation, associé autrefois à l'horizon de la modernité, s'inverse. On passe d'un sens de mondialisation positif à un sens de mondialisation négatif, qui veut dire, au fond, l'appropriation des capacités, des propriétés, au sens propre de propriété, des finances et de l'horizon du monde, par un tout petit nombre de gens qui ne se considèrent même pas, comme dans la grande tradition libérale, comme responsables du bien commun. Donc on commence à avoir une situation qui était assez peu prévisible jusqu'à la fin du XXe siècle, un horizon moderniste trahi, transformé en offshore, c'est le symbole qui est utilisé quand on parle du 1%. Ce symbole est devenu beaucoup plus précis depuis l'enquête récente des journalistes du monde entier sur les Paradise Papers. Vous avez tous lu que cet offshore, il a maintenant une forme un peu plus précise.
Mais en tout cas, il est clair que ceux qui se saisissent et qui vivent dans ce monde offshore ne s'intéressent pas au sort commun des 9 milliards d'autres humains. Donc ça, c'est la première transformation, c'est-à-dire la transformation du global, de la mondialisation plus en mondialisation moins. Et puis il y a cet autre mouvement qui est simultanément la réaction à cet abandon ou à cette trahison ou à ce sentiment diffus que la mondialisation n'est plus soutenue, au fond n'est plus poussée par les élites auxquelles malgré tout on faisait confiance avant, et qui disent d'une façon de plus en plus explicite dans tous les pays du monde, rendez-nous, puisque vous n'êtes pas capables de nous offrir l'horizon de la modernisation, de l'émancipation et de la globalisation, rendez-nous nos États, rendez-nous notre Angleterre d'autrefois, rendez-nous notre Pologne catholique des années 30, rendez-nous la Hongrie ancestrale, etc., etc. Et donc, le problème de cette situation de perte de la globalisation d'un côté et de réinvention d'une appartenance nationale et ethnique pose aux forces progressistes un dilemme énorme, désoriente la vision que l'on pouvait avoir autrefois, puisque les gauches, dans tous les sens du terme, étaient alignées sur cet horizon qui allait, disons, de la province, du monde d'autrefois, du passé, vers l'horizon plus ou moins lumineux, plus ou moins rêvé de la mondialisation. Et que soudainement, on entend des peuples qui sont en train de dire « revenons, abandonnons l'idéal de mondialisation et revenons à des appartenances, des identités qui, pratiquement chaque jour, deviennent de plus en plus étroites. » Personne n'aurait imaginé, comme le disait un journaliste du New York Times récemment, que Trump se présenterait comme un président blanc. Par blanc, les autres présidents, sauf Obama, étaient évidemment blancs, mais ils étaient blancs de couleur, mais blancs de peuple revendiquant une identité raciale de suprématistes blancs. C'était une nouveauté complète. Personne n'aurait imaginé que le pays justement qui incarnait la mondialisation et une forme d'universalité se définirait soudainement, de plus en plus clairement, par une version raciale de l'appartenance aux États-Unis. Et donc on a cet énorme mouvement. Les gauches, disons, perdent leurs deux repères. Le repère qui associait émancipation, universalité, globalisation ou mondialisation, si on fait une nuance, et l'autre repère qui est le retour tout à fait surprenant, mais complètement compréhensible, à des accroches identitaires et nationales sous une rubrique dont on comprend l'importance, qui est la notion de protection. Contre l'inversion de la mondialisation, alors apparaît quelque chose de très important qui est « nous voulons du moins être protégés ». Donc la question devient comment se situent les forces progressistes dans cette transformation de leurs deux pôles, si on peut dire, le pôle ou l'attracteur, comme je dis, celui du local, mais c'est un autre local qui est maintenant visé, et celui du global, mais c'est un autre global qui est visé. Et là apparaît un troisième terme, que finalement la gauche n'est jamais arrivée à installer comme attracteur crédible, qui est cet attracteur désigné depuis le XIXe siècle par ce qu'on a appelé les mouvements écologiques.
Comme vous le savez, hélas, même ici, même dans cette mairie, la question écologique et la question sociale, la question écologique et la question économique continuent à être considérées comme des éléments distincts. Combien de fois n'avez-vous pas entendu qu'entre le développement et l'écologie, il fallait choisir? Et donc, la question sociale, qui a été travaillée par 2 siècles de mouvements et de partis, de militants et d'activistes, et la question écologique, qui a aussi été travaillée pendant au moins un siècle par d'innombrables précurseurs, analystes, intellectuels et militants, n'arrive toujours pas à se relier dans une même question, qui est la question de l'appartenance à un territoire, à un sol, à une planète à protéger et à habiter. Autrement dit, l'enjeu qui me paraît celui qui permettrait peut-être de réorienter le débat dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait d'élites intellectuelles et financières et économiques qui ont finalement parfaitement compris l'exactitude de la menace écologique, mais qui en ont conclu qu'il fallait abandonner le reste d'entre nous et se protéger au maximum et aussi rapidement que possible, au fond en redisant cette phrase célèbre « Après moi le déluge ». Et que fait-on des populations, des nations qui ont décidé, comprenant qu'ils avaient été abandonnés et trahis par ces mêmes élites, qu'il fallait revenir à des appartenances nationales? Je fais souvent la métaphore suivante. La gauche se trouve un peu comme dans un avion qui allait vers la mondialisation, qui allait atterrir dans cet horizon toujours un peu utopique, mais enfin qui avait de belles couleurs, associant émancipation, universalité et globalisation, et qui entend le capitaine dire « Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. Je suis très ennuyé de vous dire que cet atterrissage est devenu impossible. » Il est devenu impossible puisque, si j'écoute ce que disent les écologistes scientifiques, il n'y a pas de terre correspondant à cette idée de mondialisation à l'américaine pour tout le monde. Et donc l'avion fait un retourne sur lui-même, c'est la réaction dite populiste à laquelle nous assistons en ce moment, et essaye de revenir à ces territoires d'appartenance traditionnels, la nation, l'ethnie, comme dit M. Trump, l'Amérique derrière un mur, America Great Again, le Brexit, etc. Et c'est à ce moment-là, d'une façon assez dramatique, que le capitaine reprend la parole. « Ladies and gentlemen, this is your captain again. » Nous sommes obligés de vous dire que malheureusement, ces territoires que vous aviez, vers lesquels nous essayons de revenir, ont entre-temps disparu. Et que donc, cet avion qui avait fait ce détour ne veut pas s'arrêter. Et là, si vous avez suivi ma petite métaphore assez simpliste, tous les participants, tous les passagers regardent par le hublot. Où allons-nous atterrir? Et c'est là où il faut arriver à recomposer, repenser la question écologique comme un problème d'atterrissage au sens propre, c'est-à-dire de définir un sol, une terre, une appartenance qui permettent d'ouvrir la question que les populismes nous crient à la figure: rendez-nous une sécurité, rendez-nous un territoire, puisque vous avez abandonné l'idée de globalisation et que vous êtes en fuite, en fait,
mais en même temps que cette terre, que cette définition du sol sur lequel nous sommes supposés atterrir répondent, diffèrent aussi profondément que possible de ces appartenances et de ces identités qu'on associe toujours avec, disons, la nation, l'État-nation et l'ethnie. C'est-à-dire le paradoxe actuel, c'est qu'on revient au moment de l'État-nation, dans ce grand mouvement de fuite qu'on appelle populisme, au moment même où, si l'on prend au sérieux la mutation écologique, ces frontières nationales sont dépourvues de sens. Il n'y a aucun moyen de définir la solution aux problèmes écologiques à l'intérieur des frontières nationales. Donc vous voyez comment les progressistes se trouvent en fait coupés. Le vecteur traditionnel n'est plus en place et les deux attracteurs classiques, celui de l'horizon de la modernisation et celui, disons, d'une reterritorialisation ou d'un retour traditionnel à des objets qui ont eux-mêmes disparu, ont tous les deux disparu. Et donc voilà où nous en sommes. L'idée est tout simplement de retrouver ou de se réorienter vers un troisième attracteur, celui qu'au fond avait toujours désigné les mouvements écologiques, mais sans jamais être parvenu à les lier à la question sociale. Je pense que c'est ça l'enjeu principal, d'arriver à redéfinir ce qu'on pourrait appeler des questions géosociales pour faire enfin le lien qui, malheureusement, à cause de l'histoire des gauches et l'histoire parallèle de l'écologie, ne s'est pas fait. Je vous remercie.